via notre site ActuTV ou bonjour si vous nous prenez en podcast via notre chaîne YouTube. Eh bien, c'est déjà la 90e émission depuis notre démarrage en 2010 et nous approchons les 340 000 vues sur notre chaîne YouTube qui, elle, n'a commencé que depuis 5 ans. Alors, tout va bien, d'autant que nous sommes désormais reconnus par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et que nous sommes membres de la toute jeune fédération belge des web télé. À ce propos, vous savez que nous vous présentons mois après mois les différentes télés de cette association que nous ne considérons évidemment pas comme des concurrents, nous ne présentons pas la même chose, mais que nous présentons comme des collègues, comme si nous formions ensemble des différentes émissions d'une seule et même chaîne de télé que vous retrouverez peut-être d'ici peu sur un canal de votre téléviseur. Si, on y pense, on y travaille. Voici donc après VROTV, El Mouatine et TV Wallonie que nous avons présenté le mois dernier une toute nouvelle web TV à suivre, Brain TV. Merci à Brain TV. Merci Brain TV. Merci Brain TV. Merci Brain TV. Merci Brain TV. Eh bien, je remercie Brain TV. Merci Brain TV. Merci Brain TV. Mathieu et Scott. Alors, je te dis tout de suite, quand j'ai vu Brain TV dans la liste des web télé possibles, parce que je suppose que toutes ne vont pas se réaliser de la même façon, je me suis dit, ah mais ça c'est un truc fait par la commune de Braine, probablement pour faire des petits reportages sur Braine et mettre peut-être les échevins, le bourgmestre en valeur. T'es pas bourgmestre de Braine-l'Alleud, hein? Non. Bon. Non, pas du tout. Et t'es pas payé par le bourgmestre pour le mettre en valeur? Non plus. Voilà. Mais alors quoi, Brain TV, parce que quand on vous voit de l'extérieur, je dis, mais c'est incroyable, c'est une société privée, vous êtes une boîte de prod en fait. Alors voilà, c'est très important d'articuler les deux entités de manière claire. Alors d'une part, on est une société de production audiovisuelle, donc principalement vidéo. Depuis combien de temps? À titre personnel, des années, mais la société ici a un peu plus d'1 an maintenant. Une SPRL ou... Une SPRL, effectivement. C'est un souhait de nous réunir autour d'un même projet. Et donc deux indépendants, finalement, qui se mettent ensemble. Et vous en vivez? Et nous en vivons, oui, tout à fait. Bien. On roule pas en Ferrari. Non, mais j'ai pas vu de grosse bagnole devant. Brain City, c'est une société qui démarre, quoi. Disons que il y avait des vélos. Voilà. On vit modestement, mais on est passionné par notre métier, ça c'est le principe. Vous êtes bien équipé aussi. Hein. Voilà. On est bien équipé, on essaye d'avoir une attention particulière à la qualité du travail et en audiovisuel. Pour avoir un bon travail, il faut avoir aussi du bon matériel. Pas que, mais aussi du bon matériel. Une société de prod, ça fait quoi? Et ça réalise des films, principalement. Donc ça peut être des documentaires, des reportages, des films d'entreprise. De la pub. Des pubs. Ça peut être aussi des conférences, des captations multicaméras de spectacles, d'événements, des after-movies d'événements. Voilà. Mais alors vous n'êtes pas une web télé? Alors, nous ne sommes pas une web télé si on parle de notre société de production BrainProd, effectivement. Cependant, on est tous les deux de Braine-l'Alleud. Et on est parti d'un constat, c'est qu'à Braine-l'Alleud, il y a énormément d'activités issues du tissu associatif. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait participer à la mise en avant de ces activités de par notre métier. Et donc, à titre bénévole, on a décidé de consacrer du temps à la réalisation de reportages de ces activités citoyennes et associatives brainoises. Et donc, on a créé une plateforme web, brain.tv, où on peut retrouver l'ensemble de ces reportages. Avec YouTube, surtout. Non, une plateforme propre. Vous avez votre propre serveur. On a développé notre propre plateforme en interne qu'on met à disposition gratuitement. Donc c'est Mère Teresa et Mère Emmanuel, quoi. C'est plutôt mère passionnée par à la fois l'audiovisuel et à la fois sa commune. De quoi peut-on parler à Braine-l'Alleud avec tous des reportages? De quoi est-ce qu'on pourrait parler? Eh bien, déjà, le tissu associatif est vraiment très développé. Il y a des associations en tout genre.
surtout à but social. Par exemple, la Folle Fouille qui récupère et vend des objets d'occasion pour financer un refuge pour aider les femmes dans le besoin ici à Braine-l'Alleud. Donc voilà, ça c'est un exemple de reportage qu'on a fait. Il y a une autre association qui aide les plus démunis avec des repas, etc. Donc voilà, ça c'est le genre d'association qu'on couvre ici à Braine-l'Alleud. Et à côté de ça, il y a aussi tous les événements qui sont organisés, comme par exemple la journée du cheval. On a eu le village 1815 aussi en juin, qui est une reconstitution de Braine-l'Alleud en 1815, avec tout ce qui s'est passé. Donc c'est du culturel et du folklore en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est aussi bien du sportif aussi. Oui. On a des événements sportifs ici à Braine-l'Alleud. Et donc, par exemple, on a réalisé un reportage sur le club de lacrosse, qui était un sport assez nouveau et inconnu du public. Et donc voilà, nous, on a voulu mettre en avant ce sport qui était pas encore connu. En fait, vous n'étiez pas ici avant. Hein. Non, on s'est installé ici récemment, donc ça va faire bientôt une petite année. Pour des raisons climatiques. Hein. Pour des raisons climatiques, on est des réfugiés climatiques du travail. Non, parce que tu m'as dit que de l'autre côté, il n'y avait pas de chauffage. On manquait de chauffage de l'autre côté et les montages en hiver, c'est un peu compliqué sans chauffage. Donc voilà, effectivement, on s'est installé ici. On en a profité aussi pour installer un petit studio ici de prise vidéo et photo. Voilà, comme ça, on évolue aussi. On peut accueillir des personnes plus facilement ici. Qu'est-ce que tu attends de cette web télé, de cette fédération de web télé? Alors dans un premier temps, nous étions à la première réunion de la Fédé Web, nous, on n'y était pas. Au CSA, et en fait on y a été très motivés parce que d'une part c'est une reconnaissance du travail. Ouais. Savoir se dire, notre petit projet dans notre coin, bénévole, sur notre commune, a été reconnu par le CSA, d'une part, et d'autre part, maintenant fait partie intégrante d'une fédération. En fait, vous avez beaucoup de chance, à mon avis, de devenir une vraie web télé et de grandir, parce que vous avez le financement indépendant. Vous ne dépendez pas de subsides qui doivent tomber quelque part et puis qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Vous êtes tout à fait, indépendant, comme nous d'ailleurs. Il y a un revers à la médaille, toujours. Donc effectivement, on a cette indépendance, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau intellectuel, personnel, oui, c'est vrai. Cependant, ça sous-entend aussi qu'on n'a aucun moyen extérieur qui vient renforcer cette action. Et donc c'est un défi pour nous de continuer à se battre pour dégager du temps pour cette web TV et de pouvoir continuer de mettre à disposition des moyens, par exemple matériels pour cette web TV, etc. Donc on a cette indépendance d'un côté, mais on a aussi une épée de Damoclès. Est-ce qu'on aura les épaules assez larges pour continuer durablement ce projet? Est-ce que tu penses qu'on peut faire une comparaison entre les web télé naissantes actuelles et les anciennes radios libres? Oui, je pense que les radios libres avaient, tel que je l'ai compris moi, j'étais fort jeune à l'époque, mais il y avait quand même un objet un peu contestataire aussi, de pouvoir parler de manière plus alternative par rapport aux médias en place. Je sais que j'ai rencontré d'autres web télé de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui gardaient cet esprit contestataire et c'est très très bien ainsi. Nous ne sommes pas dans cette veine-là directement. C'est le danger, c'est qu'on politise la fédération. Oui, tout à fait. Voilà. Mais ce danger est valable pour tout projet. Et donc, si on part de ce constat-là, alors on ne fait plus jamais aucun projet. Donc, il faut quand même continuer avec espoir de continuer de monter ce genre de projet. Et on verra bien. On verra bien. On dit qu'imaginer une déesse sur ses fesses, oui c'est sûr que ça aide à relativiser. On dit qu'imaginer une fée sur le pot, oui c'est sûr que ça aide à tout voir de plus haut. Amandine à la chiasse, c'est la 19e chasse, et ça coule adagio, puis subito presto. Amandine à la chiasse, raté pour la Ducasse, c'est bien fait pour sa gueule, il faisait plutôt beau. On dit
qu'imaginer une déesse sur ses fesses, oui c'est sûr que ça aide à remettre en contexte. On dit qu'imaginer une divette sur cuvette, oui c'est sûr que ça aide, et puis ça décomplexe. Amandine à la chiasse, ça sonne bien dans les basses. Piano fortissimo, c'est un beau concerto. Amandine à la chiasse, tant pis pour la ducasse. Toujours 20 mecs en moins pour devenir marteau. On dit qu'imaginer une minette sur son pet, oui c'est sûr que ça aide à recracher l'arête. On dit qu'imaginer une divette sur cuvette, oui c'est sûr que ça aide, et puis ça décomplexe. Amandine à la chiasse, une chiasse démoniaque, à s'en tordre un tuyau, à s'en mordre un boyau. Amandine à la chiasse, fini les cervelasses, le cassoulet en boîte, le quick et le McDo. On dit qu'imaginer une minette sur son pet, oui c'est sûr que ça aide à relativiser. On dit qu'imaginer une fée sur le pot, oui c'est sûr que ça aide à voir le monde de plus haut. C'était l'incassable, l'iconoclaste, le complètement fou Aurélien Bayle, un auteur-compositeur belge qui monte, mais avec des chansons que vous ne risquez pas d'entendre dans l'émission The Voice, et pour cause. Pari tenu et gagné pour Éric Lamirois, cet éditeur un peu fou qui a lancé voici 1 an maintenant ses fameux opuscules. Un livret de quelques dizaines de pages, format carte postale, facile à envoyer par la poste, pour un coût modique, celui d'une simple lettre, et le prix de l'opuscule, 5 €. Voilà pour le contenant. Pour le contenu, bien, il s'agit d'un conte ou d'une nouvelle. Ce dimanche 30 septembre 2018, Éric fêtait à la librairie Le Maupassant de Jette le premier anniversaire de ses opuscules, et pour un succès, eh bien, ce fut un vrai grand succès. Une salle comble, ce qui est particulièrement rare à Bruxelles par les temps qui courent, et surtout une ambiance décontractée, dans la bonne humeur. Alors pourquoi au Maupassant? Parce qu'Éric Lamirois était également l'animateur d'une micro-librairie la plus petite de Bruxelles, un peu le pendant de la boutique Malmström pour la poésie, et qu'il y était totalement impossible de réunir plus de 10 personnes dans ce micro-espace de quelques mètres carrés de culture concentrée. Alors, pourquoi était? Parce qu'Éric Lamirois va fermer sa librairie pour se consacrer désormais uniquement à cette édition qui lui prend de plus en plus de temps. Ce dimanche 30 septembre 2018, Éric fêtait à la librairie Le Maupassant de Jette le premier anniversaire de ses opuscules. Et pour un succès, bien, ce fut un vrai grand succès. Une salle pleine, ce qui est extrêmement rare à Bruxelles par les temps qui courent, et surtout une ambiance décontractée et de bonne humeur. Alors pourquoi au Maupassant? Parce qu'Éric Lamirois est aussi l'animateur de la plus petite librairie de Bruxelles, un peu le pendant de la boutique Malmström pour la poésie, et qu'il était impossible de réunir plus de 10 personnes dans ces quelques mètres carrés de culture concentrée. Comme quoi, nice is the only thing. Moi, si je viens te voir aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'on se connaît, on est amis, on peut le dire. Hein. Tout à fait. Et vous avez une idée vraiment géniale, je trouve. En fait, vous êtes en train de lancer comme une série télé qui passe toutes les semaines, mais au lieu d'être une série télé, c'est un bouquin. Enfin, un petit bouquin. Et ça s'appelle Opuscule. Alors, j'ai été voir un petit peu. Je trouve ça assez curieux parce qu'en fait, vous demandez à tous les auteurs
connus ou un peu moins connus du pays, de vous livrer un conte, c'est ça, de 30 ou 40 pages, je ne sais pas. Vous en faites un bouquin et vous le sortez chaque semaine un nouveau bouquin, c'est bien ça? Oui. On s'est penché sur le format. Il fallait que ça soit moins de 50 grammes pour avoir qu'un seul timbre pour la poste. Désolé que pour ça la puisse poste. se glisser dans une boîte aux lettres. Ça se glisse hyper facilement. Ça peut s'offrir. On peut faire des abonnements, donc on a fait une régularité également. C'est quoi? C'est 4 euros par... Alors, donc c'est 4 euros le numéro. Oui. Quand on est dans les envois par la poste, c'est 5 euros pour l'Europe entière. Autre particularité, ces textes ont été commandés à des tas d'auteurs, abstraction faite de leur notoriété, comme des connexions qu'ils ont déjà avec d'autres éditeurs. En clair, on leur demande un tapuscrit de 5000 mots, correspondant grosso modo à 10-11 pages Word, ce qui donne imprimé un opuscule qu'on peut envoyer par abonnement au rythme d'une livraison par semaine, soit un peu moins de 80 € pour suivre l'actualité littéraire, mais de toute une année. Mais quel écrivain va passer son temps à répondre à ce genre de conditions? Eh bien, tenez-vous bien, un tas de gens, souvent même connus, car ça marche. Je cite des noms: Jacques Mercier, Adeline Dieudonné, oui, la grande vedette du moment, Carlos Vaquera, Marca, Patrick Delperdange, Brice de Passe de Nostalgie, Kate Milly, et même le père de Bob Moran, Henri Verne, qui approche des 100 ans. Comme quoi, il suffit parfois d'une bonne idée, avec derrière, bien entendu, beaucoup de travail et d'organisation. Vous avez quand même fait pas mal de chemin depuis 2003. Hein. On s'était vu, je me souviens bien, à Knock. Oui. Tu te souviens de ça? Il y avait du vent, c'était il y avait du vent, c'était vraiment le tout début. Au début, tu avais un format bien typique, avec un miroir, un peu comme dans le temps. Hein. Les bouquins étaient tout blancs, les couvertures toutes blanches, avec un titre, et puis voilà. Et tu n'avais pas des couvertures avec des photos, tu sais, des trucs attrayants. Et puis maintenant, j'ai l'impression que tu repasses de nouveau dans l'autre système. Hein? Non, parce qu'on devait d'abord apparaître en tant que maison d'édition. Donc c'est un peu chaque fois les étapes à suivre. L'étape première, c'était de dire, bon, on est d'abord une maison d'édition, on arrive, ok, on nous repère, et après seulement on peut arriver avec les titres. Ici, on n'a plus besoin de montrer notre marque, on nous connaît. Certains disent, la miroir, bah oui, la miroir, c'est la RTBF. Ah oui, bah écoutez, ça serait fantastique. Mais malheureusement, il n'y a pas toute la RTBF, donc on aimerait bien en avoir d'autres. Et on est aussi chez Nostalgie, on est aussi chez RTL. Bon, ce sont toujours des personnalités médiatiques qui font le fond de notre catalogue. Donc en fait le principe, et c'était ça qui était novateur en tout cas chez toi je trouve, c'est que tu disais franchement, nous on fait des bouquins pour les vendre, oui. Hein, et nous essayons d'avoir des gens qui déjà au départ ont une certaine réputation, c'est plus facile évidemment. Quand tu fais un bouquin avec Richard Ruben, mais à la sortie de chacun de ses exposés, enfin de ces scènes, il vend 10, 15, 20 bouquins. Donc, une caisse, c'est facile. Lui c'est une caisse par spectacle, donc ça va très très vite. Grâce à ça, on peut se dire, ben voilà, on peut continuer à faire des... Ça roule, quoi. Vous savez, tout le monde peut y entrer. Tout le monde peut rentrer. Ici, pour autant que c'est accepté par le comité de lecture, bien sûr. Oui, mais c'est basé sur le texte. On a un excellent exemple, c'est Adeline Dieudonné. Ah oui. Elle a, par la magie de Facebook et des réseaux, elle m'envoie une nouvelle, je lis, c'est exactement le format. Notre format, c'est 5000 mots. Sinon, ça dépasse. Elle m'envoie ça, l'histoire est fantastique. C'est exactement ce qu'on cherche. Donc on dit oui d'office. Ensuite, elle dit tiens, accessoirement, je fais aussi une pièce de théâtre. Elle nous envoie le texte. Là, on rentre dans l'autre catalogue. Ouais. Directement, on dit c'est impeccable. Elle est lancée. Elle est lancée. On ne la connaît pas. Donc c'est vraiment des gens qui nous envoient des textes. Après, seulement, on apprend qu'elle a aussi gagné. Il n'y a pas de hasard. On s'en rend compte quand même. Elle a gagné le concours de nouvelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, ben voilà, mais j'ai pas eu besoin de ça. Ouais. Le texte était là. Et donc, s'il y a des bons textes qui vont vraiment raconter une histoire dans notre format, c'est oui. Oui. Mais vous avez déjà beaucoup d'abonnés? Alors, les abonnés, c'est pas encore énorme, mais c'est vrai que dès le premier jour, n'importe quel auteur, même s'il n'est pas connu, a déjà un paquet de livres qui sont partis à la poste. Ah, donc, oui, notre fonds d'abonnés fait que déjà, habituellement, enfin tous les premiers numéros ont déjà été retirés, c'est pas difficile. Ouais. Vous êtes toujours une ASBL? Toujours ASBL, assujetti à TVA, donc là, cette fois-ci, on paye un maximum. Mais c'est normal, hein.
pas une grosse TVA, hein, c'est 6%. Et on a notre comptable, Mais au départ, je pense que quand tu t'es lancé, tu travailles sur Internet, hein, tu crées des pages web, je crois. Oui. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu t'occupes entièrement de ceci ou bien est-ce que tu fais encore les deux? Ah, je suis même employé de la librairie, donc oui. C'est un temps plein ici. Oui. Plus la maison d'édition, donc maintenant tu es à fond là-dedans. À fond, 100%. Qu'on pourrait intituler de la Villa Borghese de Rome à Scarbeck. L'écrivain Guy Delas, que l'on vous a déjà présenté dans l'émission, profite de sa pré-retraite pour réaliser l'un de ses rêves, organiser dans toute la Belgique des balades littéraires pédestres ou à vélo, avec à chaque fois comme invité un écrivain célèbre qui amène les promeneurs sur les lieux de son enfance ou sur les lieux où se déroule l'action de l'un de ses bouquins. Par exemple, parmi quelques centaines, Armel Job et Laurent Demoulin, le dernier prix Rossel, à Liège, Michel Torrequins à Jean-Blou, notre amie Sylvie Godefroy et Philippe Desperdange encore en Rossel à Bruxelles, Saphir Essiaf et Philippe Dilewski à Charleroi, etc. Cette fois-ci, bien c'était le tour de Dominique Kosterman d'être la partie avec un tour ensoleillé de Scarbeck où se déroule l'intrigue de sa dernière histoire Outre-mer parue aux éditions Luce Velker. A noter que pour l'occasion, Dominique était rentrée tout spécialement de Rome où elle séjourne actuellement en résidence d'écriture à la Villa Borghese. Excusez du peu. C'est la quantième ville que tu le fais visiter? Oh, ça doit être la 22 ou 23e. Et pourquoi Scarbeck? Bien parce que simplement, il y a des années que je voulais faire une promenade avec Dominique Kostermans et donc elle m'a dit Scarbeck, c'est ma ville d'enfance, c'est là que... Elle vient des Marolles, hein? Oui, mais en fait c'est la ville où j'ai grandi et c'est où le roman commence. Voilà. Et donc je dis pourquoi pas, parce que en plus Scarbeck est une ville très très littéraire avec beaucoup de statues, hein, Parc Josaphat, beaucoup de rues, beaucoup de traces d'écrivains, et donc je me suis dit pourquoi pas. Et alors on va quand même parler de ces livres, hein. On est assez nombreux pour trouver un banc, et c'est ça aussi, une balade littéraire, c'est s'adapter aux circonstances. Mais la formule fonctionne bien, hein. La formule fonctionne bien. La formule, ça dépend, hein. Il y a des formules qui c'est parfois plus difficile, mais ça commence à s'étendre, et je trouve, dans chaque ville, je trouve chaque fois un petit public. Dominique Kosterman, aujourd'hui tu n'es pas au top. Hein. J'ai un peu mal au dos, oui. Tu t'es fait un tour de rein, c'est ça? Et ça tombe très mal, parce que dans une demi-heure, on va aller à 300 mètres d'ici, à la place de Boekhoven, qu'à Bruxelles on appelle la cage aux ours, où nous attend Guy Delas, avec peut-être 2000 personnes, je ne sais pas, ou 2 ou 3, on verra bien. En tout cas, Guy Delas va guider une promenade dans Scarbeck sur les traces d'Outre-mer, qui est mon dernier roman, paru il y a un an et demi, et sur les traces d'autres nouvelles où j'évoque Bruxelles. Partout, on répète, Kostermans, c'est la spécialiste des nouvelles et des tout petits textes. Et j'ai regardé, effectivement, d'abord, tu as publié chez Quadrature, qui était spécialiste également, ils sont passés dans l'émission, hein, qui est spécialiste des nouvelles. Et pour quelle raison? Est-ce que tu te sens incapable de faire un roman? On va en parler, parce que tu en as fait un. Mais j'en ai fait un quand même. J'en ai fait un quand même. Oui, justement, on va en parler. Ce sont des circonstances de la vie. J'ai commencé à écrire dans un moment de la vie où
je n'avais pas le temps et l'espace mental nécessaire à la rédaction d'un roman qui nécessite une immersion quasiment obsessionnelle pendant de longs mois. Avant, tu étais journaliste, c'est ça? Oui, je suis toujours communicatrice, j'ai toujours travaillé de ma plume. Ouais. Et puis il y a eu un break où on a voyagé à l'étranger parce que le papa de mes enfants faisait un doctorat, etc. Et quand je suis revenue, j'ai changé non pas de compétences, mais de territoire. Et j'ai commencé à travailler comme journaliste. Alors Jacques de Decker, qui est le secrétaire perpétuel, c'est comme ça qu'on dit, de l'Académie française, de l'Académie belge, pardon, royale de littérature, qui est passé dans l'émission à plusieurs reprises d'ailleurs, disait à ton propos, et je trouvais ça assez curieux, qu'on retrouvait dans tes nouvelles une tendresse matinée de cynisme. Ça veut dire quoi, ça? Mais que la tendresse tout seul, c'est un peu sucré, c'est un peu écœurant, non? Oui, c'est pas du délit, hein. Tu n'écris pas du délit. Hein. Si on se contentait juste de caresser le rayé dans le sens du poil, je vois pas pourquoi on ferait de la littérature. Mais par contre, il était assez, pas étonné, mais interloqué par le roman qui n'est pas du tout de cette veine. Oui, à propos duquel Berenbaum dit, tout le monde connaît, Prix Rossel, qui est passé dans l'émission également, Alain Berenbaum disait que c'était un roman cruel sous un manteau très doux. Voilà, c'est un peu... Donc il y a toujours le mélange des deux. Hein. Oui. Mais ce premier roman, qui a obtenu d'ailleurs des prix, et qui s'appelle Outre-mer, ce n'est pas Outre la mer, c'est Outre-mer, M-R, accent circonflexe, R-E. Et en fait, ça parle de la guerre 40-45. Le cœur du sujet est tenu dans le titre, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une transgression. Il faut aller outre la mère qui a vécu des choses terribles pendant la guerre avec son père. Donc, son père. Donc il y a 3 générations dans ce roman. Il y a un homme, et les choses sont dévoilées assez rapidement, qui a commis des crimes de guerre sous l'occupation. Sa fille qui a dû grandir avec cette histoire et qui a décidé d'en faire un secret, qui est elle-même devenue mère, avec une fille qui est la narratrice. Et donc la fille n'a de cesse que d'aller outre-mer chercher ce qu'est ce secret, d'où elle vient, d'où elle vienne. Parce que c'est très compliqué, on a changé les noms, on a déménagé, on est en exil, donc il n'y a pas beaucoup de traces, il faut beaucoup investiguer contre la mère et au prix de la douleur de la mère qui doit raviver des souvenirs qu'elle croyait enfouis. Maintenant tu reviens, tu me l'as dit par mail, tu reviens d'une... comment peut-on appeler ça? Un voyage subsidié par l'État pour écrire? Une résidence d'auteur, oui. Je suis pour le moment à Rome. J'ai juste fait un petit saut ce week-end à Bruxelles pour notamment cette promenade littéraire. Et donc je suis à Rome avec d'autres écrivains, dont Stéphane Lambert. Belge aussi ou non? De tous les pays? Ou belge? Non, belge, c'est l'Academia Belgica. Et vous êtes combien? Il y a d'autres personnes, il y a des chercheurs, il y a des doctorants, il y a des conférenciers, il y a des artistes. Donc il y a pour le moment une quinzaine de personnes à l'Academia, mais on est 3 écrivains. Il y a Stéphane Lambert, 4 avec Geneviève Casterman qui est écrivain de jeunesse. Donc tu es payé en fait pour écrire? Oui. Mais je veux dire, pour obtenir un tel avantage, il faut avoir le bras long ou bien pour quelle raison? Parce que moi c'est mon rêve qu'on me paye pour écrire. Il faut aller sur le site de la promotion des lettres. Il faut quoi? Il faut aller sur le site de la promotion des lettres, à résidence d'auteur, et suivre la procédure. Et donc il faut rentrer un dossier avec un projet d'écriture, il faut être publié évidemment. Et c'est reconductible? Tu peux retourner là-bas plusieurs années ou bien on obtient ça qu'une seule fois? Ce n'est pas la première fois que j'ai ce privilège, mais il faut chaque fois rentrer un projet, repasser en commission. Donc, quand même, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve. Hein. Oui, bien sûr, c'est un merveilleux cadeau de la promotion des lettres et du contribuable. Et moi, je trouve qu'il faut être à la hauteur de l'argent public qu'on investit avec confiance dans les écrivains. Est-ce que souvent les gens qui font des nouvelles, en tout cas c'est mon cas, terminent par une sorte de looping quand au dernier moment, quelque chose d'inattendu qui fait que... Il y a une chute, ça c'est une marque de fabrique chez moi aussi. Donc chez toi aussi il y a une chute. Oui. Donc tu dois d'abord connaître la chute avant de commencer la nouvelle. Non. Je commence la nouvelle, je sais à peu près le premier tiers, elle va me mener, et donc on dit une bascule, et puis la chute arrive, et c'est ça qui est... il faut lâcher prise et faire confiance à son inconscient, parce que... À ton imagination. C'est alors, surtout à l'inconscient, parce que c'est alors que la chute est surprenante pour tout le monde. Et ce n'est qu'à condition qu'elle me surprenne, qu'elle est intéressante. Et je vais raconter une petite anecdote. J'avais été reçue par une éditrice parisienne à propos d'Outre-mer qui m'a dit
grande éditrice, dont je ne citerai pas le nom, qui m'a dit: mon petit, écoutez, c'est une histoire fantastique, mais vous la réécrivez, vous commencez au début, vous terminez à la fin. Et comprenez-moi, si vous voulez vendre des livres, écrire des romans, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je dis: mais écoutez, moi j'ai fait tout un travail sur la structure et la narration, ça me semble être là le cœur de... Non, si vous voulez vendre des livres, vous faites comme ça. Et alors si vous faites ça, vous pouvez m'appeler jour et nuit, je vous garantis que je serai là et que ça va marcher, etc. Et je suis sortie, je me suis dit: bon... Je connais une éditrice comme ça. C'est très intéressant, mais c'est pas ça que je veux faire. Ce livre-là, ce n'est pas ça que je voulais faire. Donc, voilà, vendre 10 000 livres, vendre 1000 livres, si c'est au prix de ce que je pense être important, ça ne m'intéresse pas. Ah ben alors, je vais poser la question autrement, mais dans l'autre sens. Supposons que tu n'aies plus le droit ou plus la possibilité d'écrire. Qu'est-ce qui se passe? Tu te jettes par la fenêtre? Oui, ce serait fort triste. Oui, bien sûr. Si on n'est plus édité, c'est dramatique, bien sûr. J'ai des amis qui n'ont plus été édités pendant 10 ans. Ça tarit l'écriture, bien sûr. Il y en a beaucoup qui abandonnent aussi. Hein? Bien sûr. Lucie, tu veux bien monter? Dans le bureau de papa, il a quelque chose à te montrer. Le bureau de papa, c'est un endroit un peu solennel. On ne s'y rend que sur invitation. Le dimanche, papa sort son porte-monnaie de sa poche et tend une pièce à sa fille aînée pour s'atterrir. Parfois, il est question d'une récompense après un beau bulletin, mais plus souvent d'une punition pour une mauvaise note en conduite, par exemple. C'est alors un sale quart d'heure à passer, comme la fois où il lui a demandé de choisir entre la fessée et la punition. Lucie a choisi la punition, avec pour effet qu'elle a été consignée dans sa chambre tout l'après-midi au lieu d'accompagner maman qui était invitée à aller prendre le thé chez une voisine. 2 heures passées à morfondre dans sa chambre aux tentures closes, à se demander si elle n'aurait pas mieux fait de choisir la fessée. À froid, papa n'aurait sûrement pas frappé très fort. Dans le pire des cas, ça n'aurait duré que quelques secondes. Tandis que là, la torture fut longue et cruelle. Allongée sur son lit avec interdiction de lire, Lucie avait eu le temps d'imaginer en détail la compagnie affable de la voisine, la délicate porcelaine dans laquelle elle servait le thé et le cake. Ses compliments sur la jolie robe que maman venait de lui acheter ou sur ses bonnes manières, car malgré ses incartades scolaires, Lucie savait se tenir en société. Mais aujourd'hui, en grimpant la première volée d'escalier, elle est confiante. Le ton de maman est sérieux mais calme, laissant entendre qu'il ne s'agit pas d'une punition. D'ailleurs, Lucie ne se souvient d'aucune bêtise récente, mais ça, tout bien pesé, ce n'est pas vraiment un critère. La porte du bureau de papa étant entrouverte, elle rentre sur les pas de sa mère. Et papa est debout près de son bureau, sur lequel il a disposé une douzaine d'images pieuses en éventail. Nous venons de chez l'imprimeur, dit-il. Voici quelques souvenirs de communion, dis-nous lesquels te plaisent. Lucie se penche vers les images. Il s'agit de représentations modernes, colorées, le Christ, entouré de ses apôtres, tous discrètement auréolés, 2 garçons sur un chemin bordé de coquelicots, l'un d'eux portant un agneau sur les épaules, un groupe d'enfants chantant d'un air heureux une colombe au-dessus de leur tête, et le tout dans des tons chauds et joyeux, bien dans le goût de la fin de ces années 60. Dans quelques semaines, Lucie fera sa communion privée. Qui s'intéresse aux médias, la presse, les radios, les télés. À cet effet, nous venons d'apprendre
que Radio Nostalgie est devenue la première radio de Belgique. Du jamais vu dans le monde des radios francophones belges, selon la toute dernière enquête du CIM, le Centre d'information sur les médias, Radio Nostalgie vient de prendre la première place avec un score de 14,9% devant Vivacité, c'est-à-dire la RTBF, Radio Contact et désormais en 4e position, Belle RTL, obligée de se restructurer, de se séparer d'une petite centaine de collaborateurs. Et en plus, Radio Nostalgie gagne de l'argent avec, semble-t-il, une croissance à 2 chiffres. Cocorico. Une interview de Marc Vossen, le big boss du groupe Nostalgie Énergie, Chérie FM. La story nostalgie. La story nostalgie. Brise de passe. Bon, Marc, Cocorico, hein. Écoute, oui, on est très fiers, du résultat et du fait que Nostalgie soit arrivé à la première place après 29 ans d'existence en Belgique. Oui, c'est la première fois. Hein. Oui, c'est la première fois. Presque 15%, elle a quelques petits dixièmes. 14,9, oui, donc de part de marché 12+. Alors, ce qui attise notre fierté, c'est que effectivement, on dame le pion à Vivacité, à Belle RTL, à Contact, qui sont quand même des très très grosses machines. C'est vrai qu'il y a un renversement de tendance et il y a un équilibre nouveau qui s'est instauré, qui s'est installé dans le paysage audiovisuel. Et tu as effectivement 4 radios qui se bagarrent dans un mouchoir de poche. On a franchi un cap, c'est clair. Et c'est le mur, si tu veux, psychologique qui est de dire, mais jamais on pourrait être numéro 1. C'est juste pas possible qu'une radio comme Nostalgie, c'était ce que beaucoup pensaient il y a 10 ans, jamais on n'aurait imaginé à un seul moment que Nostalgie soit numéro 1. Or, aujourd'hui, on a prouvé qu'on pouvait l'être. Moi, dans ma tête, à moi, Nostalgie, c'était les 70s, les 80s, les 90s. Enfin, c'était en tout cas pas le rap de 2018. Et vous êtes numéro 1. Est-ce que c'est pas un signe? Nous avons un ton particulier, les mots qu'on utilise aussi, la manière de s'exprimer par rapport aux gens. Il y a tout un travail d'ambiance générale. Et tu es passé dans les bureaux, dans les studios, tu vois aussi que cette ambiance que l'on diffuse à l'antenne, elle existe aussi au sein des bureaux, dans les espaces de vie, dans les espaces de vie. C'est l'impression que j'ai, moi, quand je me balade avec toi dans ces bureaux, c'est une impression de très grand professionnalisme, propreté, modernisme incontestable, mais quelque chose de costaud. Ça a l'air rassurant, ça a l'air solide, tu vois. C'est pas des gens qui courent comme des fous dans tous les coins. Les gens ont l'air de savoir ce qu'ils vont faire, ils traversent le couloir, on sait ils vont faire quelque chose. Je sais pas, c'est l'impression que ça me donne. Est-ce que vous faites déjà de la radio-télé ou pas? On ne fait pas de radio-TV, c'est une volonté. On fait des émissions de télévision, on fait des chroniques de télévision, on fait certaines émissions radio qu'on diffuse en Facebook Live. On fait... Vous avez une sorte d'ovio à vous alors? Non, on n'a pas ça encore. On est en termes de digital, comme on est effectivement une structure qui est d'abord radio, et qui s'est fort concentré sur son premier métier. On a rajouté du digital et de la télévision. On verra la meilleure manière de faire. Parce que tu sais, la télévision, dans notre histoire, c'est 3 ans. Hein. Ouais. Dans l'histoire de nos concurrents, c'est 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc on a tout à faire, tout à inventer, Alors on est dans un juste monde extraordinaire technologique qui nous permet de faire des choses juste magnifiques, avec beaucoup moins de moyens qu'auparavant. Mais après, il faut trouver le sens. Quel est l'objectif? Quelle est la raison d'être de la marque que tu crées? Et quel est le sens? Mais je t'arrête, parce que j'ai été voir, en fait, vous faites de l'argent, vous gagnez de l'argent, vous êtes une société privée, et j'ai remarqué que aussi bien Énergie que Nostalgie avaient un bilan positif, ce qui n'est pas vrai de la part de tout le monde, et qu'en plus de ça, vous avez engagé. Oui. Donc vous êtes dans une spirale ascendante. Oui, oui. Mais écoute, encore une fois, on a cette chance aujourd'hui. Je sais bien que chez nos concurrents, il y a eu des plans, ça a été compliqué, et vraiment, je plains
Notamment RTL, hein. Oui, et c'est compliqué. Alors, je ne vais pas m'immiscer dans l'aventure RTL. Je dis simplement que je pense que ça a été très compliqué pour tout le monde là-bas. En attendant, nous, effectivement, on a à la fois, cette chance d'avoir démarré après, d'avoir grandi doucement, de nous être associés seulement il y a 8 ans, Nostalgie Énergie. Chéri FM, hein, mais qui est uniquement sur Alors Internet. Chéri est venu se greffer, si tu veux, c'est Nostalgie SA et Énergie SA, les deux sociétés qui se sont associées pour pouvoir développer Nostalgie Énergie et puis créer Énergie TV, créer Chéri ou recréer Chéri. Et si tu veux, on a cette chance d'avoir pu progresser doucement, d'avoir aussi été très cohérent, d'avoir eu des actionnaires extrêmement compréhensifs pendant un certain nombre d'années, hein, avant que ça ne soit rentable, avant qu'il a fallu une grosse dizaine d'années avant que et Nostalgie Énergie soit rentable. Il faut donc des actionnaires là derrière, qui croient dans la marque, qui croient dans l'équipe, qui font en sorte que cette équipe effectivement puisse avancer, qui donnent les moyens d'avancer et de continuer à produire. Mais maintenant, je pense à une chose. Vous avez le vent en poupe, ça c'est sûr. Vous êtes numéro 1. Tout le monde est sur son derrière en disant comment est-ce possible. Ils sont passés devant la RTB avec tous ses moyens. C'est 2000 fonctionnaires. Vous en avez combien, vous, ici? Il y a 70 équivalents temps plein et une quarantaine de freelance part-time. Donc, comparons des choses comparables. Et vous avez le vent en poupe, donc ça veut dire que la pub doit arriver. Oui, bien sûr. Et ce qui est magnifique, tu vois, et ça c'est la Belgique, c'est que nous avons 2 régies. La régie de la RTBF RMB qui s'occupe d'énergie et la régie de RTL IP qui s'occupe de Nostalgie et de Chéri. Et donc ce sont des régies appartenant à 100% à nos concurrents qui nous commercialisent. Et ils font plutôt bien leur boulot. Avec une certaine autonomie, une certaine indépendance. J'entends dire que certaines radios qui ne vont pas très bien bradent leur prix. Ça peut retomber sur vos... Mais de toute façon, la radio a été privilégiée pendant des décennies. On voit que la presse a été attaquée en termes commerciaux et ça continue à l'être. La presse quotidienne, la presse magazine. Elle diminue. Oui. On voit que la télévision, même si elle reste extrêmement puissante, hein, il ne faut pas se leurrer, c'est encore beaucoup d'argent qui circule en télévision, mais la télévision est attaquée par le digital. La radio est une sorte d'îlot. C'est 16% des investissements publicitaires sont investis en radio. C'est le meilleur résultat mondial avec 2 autres pays, je pense à la Lituanie et la Colombie. Vous allez passer au DAB+? Oui, bien sûr, on va passer au DAB+. C'est déjà fait ou pas encore? Non, on ne peut pas encore, puisqu'il y a un appel d'offres. Oui, il y a un appel d'offres qui va arriver pour la FM et pour le DAB+, auquel on va effectivement concourir, et on va essayer effectivement de sortir gagnant pour Nostalgie, pour Énergie et pour Chéri, parce qu'on espère qu'effectivement Chéri puisse avoir un réseau FM, et on y croit vraiment dur comme fer, parce que le programme qu'on va proposer pour Chéri est extrêmement singulier et novateur. J'ai dit tantôt une chose que je trouve très juste, c'est qu'on ne sait pas où on va. Et le monde du média est en explosion, il change tout le temps. Oui. La radio, dans 5 ans, dans 10 ans, ce ne sera plus la même. Ce sera une radio-télé, c'est presque impossible autrement, non? Non, c'est possible autrement. Tu sais, regarde comment les choses ont évolué. Est-ce qu'au moment où la radio arrive, dans les années 20, la presse crie « Ah, nous allons mourir ». Chacun a trouvé sa place. La télévision arrive « Ah, on va faire crever la radio ». La radio est toujours là, la télévision est là, la presse est là. Le digital arrive « Ah, les autres, non ». C'est bizarre ces cris. Non, chacun va trouver sa place. Ma dernière question, puis on en restera là. Il y a des bruits qui circulent dans les couloirs disant « Ah, mais Marc Vossen, il va faire du spectacle ». C'est vrai ça. Je me suis dit, c'est incroyable. Il est super occupé, il dirige un truc qui est en pleine évolution, et en plus de ça, il se permet d'aller faire du spectacle. Alors, dis-toi que je fais du spectacle. Du one-man show. En fait, je fais du spectacle. J'ai vu un punching ball là. En fait, tous les jours, je fais du spectacle. J'adore en fait la scène, il est vrai que j'adore la scène, et je donne des conférences et j'anime des séminaires sur la communication notamment, mais j'adore la scène, et c'est vrai que
un de mes objectifs futurs, un jour, un de mes rêves, puisque je parle beaucoup de rêves, un de mes rêves, c'est de faire de la scène et de faire un spectacle. Mais il y a dans les séminaires que je donne, il y a effectivement une part de spectacle. Oui. Et pour terminer, l'œuvre au miroir des mots. C'est un événement pour tourner où on vient de célébrer avec faste le 90e anniversaire du magnifique musée des Beaux-Arts, érigé par Victor Horta en 1908 avec les fonds de mécène et ami l'hôtelier Henri van Cutsem. Au départ, ce musée devait être érigé à Bruxelles, mais les pontifes de l'administration de l'époque refusèrent d'y voir exposer la nymphe de Léonce le Jean, jugée trop provocante, trop dénudée. Alors, Henri van Cutsem les a envoyés balader et a décidé de construire, diriger son musée à Tournai. C'était il y a 90 ans. Bien sûr, 90 ans, ça se fête. Et bien, ça se fête notamment avec une magnifique exposition. L'organisation de cet événement, l'organisateur de cet événement étant notre ami Marc Kageber, nous avons profité de l'occasion pour fêter en même temps les 60 ans du musée des archives et de la littérature qu'il dirige et qui participe à cette exposition avec de nombreux documents et pièces rares sur Georges Rodenbach, l'auteur de Bruges la Morte, qui naquit à Tournai. Le musée des Beaux-Arts de Tournai est le seul que Victor Horta ait construit. Oui. Il est conçu avant la Première Guerre mondiale, il est construit après, mais je pense qu'il est le temps de l'apogée de la conception de l'art d'un peu avant 14. Et la première chose que cette exposition a essayé de faire, c'est de redégager les espaces Horta, sans des caissons et tout ça, pour que l'on redécouvre ce qu'était sa conception muséale. C'est-à-dire un endroit où ne se promènent pas des troupeaux de touristes, mais où des promeneurs, des passants, des amateurs passent, ont le temps de la dilection, de la jouissance, de la connaissance, et sont tout le temps dans des regards. C'est-à-dire si vous regardez par là, vous allez voir le tableau qui est à l'autre extrémité du musée. Donc il y a un jeu de perspective interne qui est fabuleuse et qu'on a essayé de redéployer. Et bon, voilà, finalement, ça se fait en 1928. Il y a 16 500 visiteurs tout de suite. Enfin, c'est un musée qui a frappé, et qui ne peut pas ne pas frapper, et par sa construction, et par la richesse de ses collections. Ce que je trouve amusant, c'est qu'en fait, ce musée aurait pu se trouver à Bruxelles et non à Tournai. Hein. Absolument. Mais les conservateurs bruxellois de l'époque n'ont pas voulu d'une femme que je trouve personnellement assez chaste, qu'on verra tout à l'heure, Périmel, qui est évidemment allongée en bord de mer, le sexe visible. Et de ce fait-là, ils ont refusé le legs. Et Van Cutsem, le mécène bruxellois qui a acheté les Manel et Seurat, a décidé de léguer sa collection à Tournai à condition que Victor Horta en soit l'architecte. Donc elle aurait été habillée, le musée serait à Bruxelles. Sans doute, mais voilà, le déshabillé a plu à Tournai étrangement, mais c'est comme ça. Mais quand on la voit comme ceci, aujourd'hui, dans n'importe quelle publicité, on voit ça. Aujourd'hui, ça ne ferait plus frémir personne, mais voilà, à l'époque, donc ça c'est la toile par laquelle la collection de Van Cutsem est arrivée au musée. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le gendre était le maître de Pion, qui va devenir le premier conservateur. C'est ça. Donc il y a une boucle qui se boucle. Henri Van Cutsem, c'était un grand hôtelier bruxellois, je crois. Hein. Il possédait l'hôtel de Suède, c'était une famille qui avait été dans la banque. Enfin, il avait des moyens. Et il avait une vraie passion pour les artistes. Je pense qu'il s'est accru en plus après la mort de sa femme et de son enfant. Un vrai mécène. Hein. Un vrai mécène, oui. Et un mécène qui soutenait les artistes. Il leur écrit, il les encourage, il leur dit « ça va, tu as réussi ». Donc ce n'est pas qu'un amateur, qu'un collectionneur, c'est un amateur d'art. Alors par ailleurs, Rodenbach, pourquoi ? Le fils de Rodenbach, Constantin, a voulu léguer les pièces essentielles de son père, de la mémoire de son père. Littéraire alors, hein ? Les meubles, les tableaux, vous verrez tout à l'heure. Enfin, littéraire aussi. Alors, l'essentiel du littéraire est arrivé à Bruxelles, avec quand même quelques objets, dont la vaisselle. Une partie de la bibliothèque est arrivée à Tournai,
avec plus de meubles qu'à Bruxelles et une série de tableaux. Et donc c'est la première fois qu'on réunit, à l'occasion du 60e des Archives et Musées et du 90e du Musée de Tournai, les deux morceaux de la collection Rodenbach qui ont été légués à la fin des années 1960 du XXe siècle. Moi, ce qui m'amuse dans cette salle, c'est l'hippopotame, mauve. L'hippopotame est la trace d'une ancienne exposition, c'est une œuvre d'un sculpteur belge, et elle a été installée là, et la pièce est assez pesante, donc on ne sait pas l'enlever facilement, ni temporairement, donc pour le moment elle est toujours... C'est peut-être le temps moderne au milieu de... Oui, ça c'est clair, donc c'est ce qu'on appelle l'atrium d'Horta, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un lieu qui est fait pour se promener. Et le 19e siècle est quand même un des siècles qui a le plus produit de sculptures, et notamment de sculptures de femmes, mais pas que de femmes. Et donc tous ces socles ont été prévus pour mettre des sculptures. Et ici, dans les 3 salles, c'est des types de représentations de la femme du 19e siècle. Et donc bien sûr, on a mis les sculptures dans l'atrium qui avait été prévu pour elle. Ce musée est très particulier. D'abord, il est unique. Il est unique. Oui. Et pourtant, il n'a pas un nombre très élevé de visiteurs. Donc, dans les 20 000 peut-être par an. Et je trouve ça dommage. Et y a-t-il une explication à ça? Je pense que ça a été une belle endormie, mais un peu comme Tournai pendant longtemps. Un des buts de l'exposition, c'est aussi justement de réattirer l'attention sur la singularité de ce musée, sur la richesse de ses collections. Et avec le croisement des collections des archives et musées et d'ici, on peut restituer à peu près tout le 19e siècle. C'est l'anniversaire du musée, mais c'est un petit peu le vôtre aussi. Hein. Je viens d'écouter très longuement d'ailleurs une interview qui a été faite par Willy Lefebvre. Vous l'avez accordé chez lui, je crois. Oui, chez lui. Oui. Et il va d'ailleurs passer bientôt dans l'émission pour une autre raison. Et vous parliez de votre parcours, mais ça commence à remonter assez loin. C'est vous qui avez créé, en fait, après ou avec Hans, les archives et le musée de la littérature. C'est moi qui ai donné le second souffle, si on veut dire. C'est Hans qui a créé en 58, j'avais 11 ans, donc c'était un peu tôt. Ça s'appelait à l'époque musée de la littérature. Ça s'appelait d'abord musée de la littérature, puis ça devient archive musée de la littérature quand les collections audiovisuelles arrivent dans les années 60 à cause de Georges-Henri Dumont. Puis alors quand moi je découvre le dossier du musée de la littérature... Vous étiez au ministère, vous, à l'époque? Au moment où j'arrive au ministère, en janvier 77, mon premier mois de conseiller, je découvre... Vous théâtre et de littérature. Et de littérature dialectale, j'avais les 3. Je découvre le dossier du musée de la littérature, je vois que le président est Joseph Hans, je n'en avais jamais entendu parler, il n'en avait pas parlé. Je lui téléphone, et alors commence le développement du musée de la littérature, la création des sections, l'engagement d'un personnel plus important. Et les budgets. Et des budgets qui suivaient à l'époque plus facilement. Mais ce musée a prospéré par des legs et des achats ou... Les deux. Les deux. C'est moi qui crée les budgets d'achat. Des legs, il y en a eu depuis le début. Des legs, il y en a eu depuis le début. Et donc, oui, les collections, c'est... Paul Willems a légué, et son fils a continué, toutes ces archives, pour prendre un exemple. Mais le fait que vous soyez ici dans ce musée, c'est évidemment pour l'anniversaire du musée et des archives, mais aussi parce que vous êtes tournaisien. Vous avez une maison ici à Tournai. Vos parents, votre famille est de Tournai. Oui, j'ai toujours la maison. Donc c'est une des raisons, peut-être aussi, non? Oui, puis ce musée, comme Tournai a été bombardé méchamment par les Allemands, les services communaux étaient ici dans mon enfance, parce que l'hôtel de ville n'était pas reconstruit. Ah, voilà. Et à l'intérieur de ce musée? Oui, il y avait des planches en bois qui faisaient des bureaux, quoi. Et donc c'est vers la fin des années 60, quand l'hôtel de ville est rouvert, que je vais découvrir, comme les Tournaisiens nés comme moi juste à la sortie de la guerre, ce qu'était le musée en voyant l'espace. Mais on l'a d'abord connu pas comme musée, on allait pour les cartes d'identité, enfin tout était ici. Et les gens n'avaient aucune idée que c'était de Horta, bien sûr. Ça, je sais pas. Mes parents savaient. Mais mes parents savaient forcément. C'était quand même des gens cultivés. Parce qu'il est quand même exceptionnel, hein, il est curieux comme bâtiment. Il est unique. Je pense qu'il n'y en a pas deux au monde. Et que c'est à partir de cette conception d'Horta qu'on devrait réfléchir à ce que doit être un musée.
Une dame sombre endeuillée ou lascive, des barques échouées par des nuits de dérive, un ciel plombé, écrasé au stand, fenêtres mansardées sur la rue de Flandre. Au fond de l'atelier, des visages inanimés, les squelettes viennent se dévoiler. À son chevalet sur la toile exorcisait le pigment des mensonges, les faces cachées, étranges la danse autour de la mort, déguisée en humain. James s'en sort. Hey. James s'en sort. Hey. Des masques singuliers, grimaces, se souvenaient, s'amassent dans l'espace jusqu'à l'étouffer. Le crâne ricane de voir son portrait quand il se décharne et se fait indiscret. Dans les salons guindés des couleurs pour se gaver, rideau clair obscur, fantôme halluciné. On vénère le fils mais s'attire dans tous les sens. Au pas des rats morts, la foule qui avance, étrange la danse autour de la mort, déguisée en humain. James s'en sort. Ouais. James s'en sort. Ouais. Chapeau, plumet, costume extravagant, regard insaisissable qui vous traverse, se pose sur vous au-delà du temps. Le tableau s'immerge, le monde se renverse au milieu des
de Jean Saoud. Prochaine émission le dimanche 11 novembre. Alors vous connaissez l'adresse de notre site www.actu-tv.net. Si vous souhaitez nous contacter quelqu'un de l'équipe, n'hésitez pas. Vous avez un mail à votre disposition, baudouin.boutique@skynet.be. Bye bye.